pour l'accroissement du système économique dominant, certains se sont dit, bah, c'est quand même bête. Il y a des gens qui veulent des yaourts aux fruits, ils sont obligés de travailler dans leur sphère autonome pour le faire. Nous, on va leur proposer d'emblée des yaourts aux fruits. Et quelque part, on a abouti également dans ce système économique dominant à ce que nous soyons avant tout des consommateurs, c'est-à-dire des gens à qui surtout on dit non mais vous occupez du moins possible, on va produire tout ce dont vous avez besoin le plus possible. Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue dans la saison 3 d'Impact, le podcast du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Cette année, nous serons 2 derrière le micro. Bon, moi, vous me connaissez déjà, mais il y aura aussi Arthur. Salut Arthur. Salut Émilie. Mais qui es-tu Arthur ? Je suis le chargé de communication du laboratoire Pacte et co-créateur avec toi du podcast Impact. Nous avons décidé tous les deux d'être deux pour animer cette saison 3, donc me voilà. Alors justement, dans cette 3e saison, on va continuer à recevoir des chercheurs et des chercheuses du laboratoire afin de vous donner des clés pour comprendre la thématique de la transition sous toutes ses formes. Effectivement, puisqu'on peut observer que les rapports des experts climatiques s'accumulent et que beaucoup d'interrogations se multiplient sur ces questions-là. Qu'en est-il de la mobilité, de la gestion de l'eau, ou encore quels sont les risques liés au changement climatique ? Et peut-on réellement changer pour de vrai ? Changer pour de vrai, c'est super ambitieux. Bon, on vous souhaite une bonne écoute. Dans ce premier épisode, nous allons essayer de comprendre ensemble quelles sont les caractéristiques des capitalismes au pluriel et quelles sont les alternatives possibles à travers le monde. Pour cela, nous recevons Nicolas Buclet, chercheur au laboratoire Pacte au sein de l'équipe Ville et Territoire, qui a notamment travaillé sur les initiatives locales de développement. Bonjour Nicolas Buclet. Bonjour. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Salut Arthur. Salut. Alors Nicolas, votre étude, elle s'intéresse à l'émergence d'initiatives locales de développement de par le monde, se voulant en rupture avec le système économique dominant, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça, oui. Alors avant de se plonger directement dans votre étude, est-ce que vous pouvez nous décrire ce système économique dominant ? Oui, le système économique dominant, que j'appelle aussi régime conventionnel dominant, justement, en relation avec cette question des conventions qui structurent le système, eh bien, il y a en particulier un certain nombre de croyances, du coup. Il y a les croyances sur le fait que plus on en a et plus on est heureux, par exemple, qui est très contesté, mais en même temps, tout le monde continue à se comporter à partir de ça. Il y a celle du fait qu'on est capable, grâce au progrès scientifique et technologique, de maîtriser la biosphère, donc c'est-à-dire tout ce qui est vivant autour de nous et qui nous fait vivre, mais on l'instrumentalise. Donc il y a ce mythe. Il y a aussi un autre principe fort qui nous guide tous, c'est celui de la maîtrise de l'espace-temps. C'est-à-dire l'idée qu'on doit être capable de pouvoir aller toujours plus vite et de pouvoir aller un peu partout. Et si j'ai envie d'aller à l'autre bout du monde le plus rapidement possible, c'est presque considéré comme un droit, comme quelque chose d'évident. Et donc, il y a un autre principe que je mets un peu de côté, mais qui, pour être complet, je cite ici, c'est c'est un peu le mythe de l'immortalité. Alors celui-là, il est un peu à part, dans le sens où on n'y est pas encore arrivé, mais on voit qu'il y a certains programmes de recherche. Il y a d'ailleurs des milliardaires américains qui sont prêts à dépenser des fortunes pour pouvoir accéder à une sorte d'immortalité. Et tout ça, quelque part, fait que, sans qu'on s'en rende compte, on est un peu dans un mythe d'un surhomme, il faudrait dire surhumain maintenant, mais c'est vrai qu'en référence à Nietzsche, on parle de surhomme, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise tout autour de lui. Et je pense que le système économique dominant, il a d'autres caractéristiques, hein, le fait du capitalisme. Donc il se caractérise par le fait qu'il y a une industrie de masse, il y a le fait du libre-échange qui est considéré aussi comme une pierre angulaire du système. Il y a aussi le fait qu'il se mondialise, même si le système est né avant d'être mondialisé, il a tendance à se mondialiser, parce que c'est un système aussi qui, comme il est en croissance permanente, parce qu'il y a aussi la volonté de croissance permanente, il faut s'étendre quand on est en croissance. Et donc s'étendre où ? S'étendre par exemple géographiquement, au reste du monde, qui n'a peut-être rien demandé, mais à qui, quelque part,
on va suggérer que ce système est tellement meilleur que d'autres. Et puis il y a le fait qu'on va essayer de privatiser le plus possible d'activités humaines, parce que comme ça permet au marché de s'étendre. Et enfin, ça veut dire aussi que tout ce qui fait partie de la sphère privée, la sphère autonome, c'est-à-dire là où les acteurs agissent juste traditionnellement sans intervention de l'État ou sans intervention du marché, eh bien, on a tendance aussi à avoir un accroissement de l'emprise du marché sur cette sphère autonome. Je donne un exemple très bête. Si je veux un yaourt aux fruits, eh bien, pendant longtemps, les personnes qui voulaient un yaourt aux fruits, éventuellement, elles achetaient un yaourt, elles achetaient des fruits et puis elles coupaient les fruits, elles faisaient l'amalgame. Et évidemment, pour l'accroissement du système économique dominant, certains se sont dit, c'est quand même bête. Il y a des gens qui veulent des yaourts aux fruits, ils sont obligés de travailler dans leur sphère autonome pour le faire. Nous, on va leur proposer d'emblée des yaourts aux fruits. Et quelque part, on a abouti également, dans ce système économique dominant, à ce que nous soyons avant tout des consommateurs, c'est-à-dire des gens à qui surtout on dit non mais vous occupez du moins possible, on va produire tout ce dont vous avez besoin le plus possible. En quelque sorte, votre objet d'étude, il se trouve à la convergence entre des sciences économiques et des sciences sociales. Finalement, les deux se recoupent. Parce que vous avez beaucoup fait la comparaison entre du coup les systèmes économiques et les systèmes d'individus et de sociétés. Donc, comme si quelque part l'économie était un organisme à part entière en fait, qui a ses propres lois et ses propres manière d'interagir avec ses composants. Oui, c'est vrai, pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir que le développement durable a d'abord été une affaire d'économistes et pas tellement des sciences sociales. Pendant longtemps, les sciences sociales ne s'intéressaient pas au développement durable. Et par ailleurs, on est dans une société où les économistes sont beaucoup écoutés. Les économistes ont une grande partie de responsabilité dans le système de croyances qui structure le système économique dominant. C'est intéressant parce que ça veut dire que ça structure aussi la société, la manière dont la recherche est pensée. Oui, oui, alors ça structure vraiment la société, oui. Il faut comprendre qu'il y a un côté assez performatif dans le discours des chercheurs et en particulier des économistes. Les économistes, notamment, ils se caractérisent par le fait qu'ils n'ont pas peur de dire ce qu'il faudrait faire par rapport à d'autres disciplines qui sont beaucoup plus en retrait, comme les sociologues notamment, enfin en tout cas les sociologues vieille manière. Les économistes n'hésitent pas à dire voilà ce qu'il faudrait faire. Et comme ils ont quand même structuré des choses en lien avec finalement ce qui intéresse le plus les acteurs dominants, c'est-à-dire le fait de voir comment gagner plus d'argent, faire de plus de profits, etc., etc. Les économistes sont beaucoup plus écoutés, oui. C'est très intéressant parce que là, ce que vous dites aussi dans votre étude, c'est qu'il faut repenser des principes et des valeurs par rapport à un changement de paradigme, on peut dire ? Oui, on peut dire ça, oui, vraiment, un changement de paradigme. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'initiative locale de développement et nous présenter les valeurs qui y sont associées ? Si je peux me permettre, juste dans un premier temps, de dire que dans mes travaux, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'identifier des initiatives très diverses. Pourquoi ? C'est pour montrer qu'il n'y a pas juste un modèle alternatif, mais émergent partout dans le monde, sous des formes très variées, des choses que si on les analyse du point de vue des principes, on se rend compte qu'elles ont des choses communes beaucoup plus importantes que ce qu'on peut voir de prime abord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au capitalisme, on reviendra après sur la question de l'exemple, mais est-ce que ça veut dire que la pensée de l'après-capitalisme, en fait, elle pourrait prendre plusieurs formes locales ? Oui, elle pourrait prendre plusieurs formes. Alors, locales, on a l'impression qu'on a affaire qu'à des petites choses. C'est parce que c'est agir local, penser global. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. C'est que Bien sûr, ça reste du local, mais le local, il ne faut pas le voir comme quelque chose, un petit club de 3 copains qui se décident de faire une initiative. Le local, il faut le voir comme quelque chose qui peut être à une échelle régionale assez large. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple donc, d'un de vos travaux qui nous permettrait de comprendre une initiative avec des valeurs qui sont portées derrière et qui n'ont rien à voir avec le capitalisme ? Alors justement, l'exemple dont j'aimerais bien vous parler, il a comme caractéristique
d'avoir une échelle géographique assez étendue, puisque on est dans un district, le district d'Alwar au Rajasthan, donc en Inde. Et ce district, il fait environ 6000 km². Donc pour donner une idée, c'est l'échelle d'un département français d'une assez grande taille. Par rapport à Grenoble, ben, c'est un peu plus petit que l'Isère, mais à peine. Donc on ne peut pas dire qu'on soit sur quelque chose de si ridiculement petit. Et j'insiste là-dessus parce que quand on présente ces initiatives, et ensuite je vais venir sur l'initiative en Inde, il y a un peu de condescendance justement en disant oui, non mais c'est bien gentil vos petites initiatives, mais c'est pas avec ça qu'on va changer le monde. Donc mon enjeu, c'est de montrer que justement le monde, il peut être changé par une multitude de ruisseaux plus ou moins importants, très variés, et qui convergent dans une même direction. Très bien. Et cette initiative au Rajasthan, alors elle ressemble à quoi? Alors c'est autour de la gestion de l'eau, qui est en fait dans beaucoup de domaines quelque chose de très important. Et l'actualité nous montre à quel point justement le Rajasthan fait partie des États touchés par les grandes chaleurs. Donc la question de l'eau est très très importante. Donc dans ce district, il y avait les pratiques agricoles classiques et surtout l'absence de gestion de l'eau menait à la désertification de toute la région. Donc avec des rendements agricoles très faibles. Et de fait, de plus en plus de personnes qui habitaient le district étaient contraintes de fuir la région et d'aller abonder les bidonvilles de Jaipur, la capitale du Rajasthan, de Mumbai, de Delhi, etc., etc. Et donc, à partir de là, on est arrivé à la question de l'eau, mais de façon indirecte. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que les 4 ingénieurs qui sont au départ de l'initiative, sachant que 3 ont abandonné parce qu'ils voyaient que c'était très très difficile, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ils étaient nourris par la pensée de Gandhi, qui est très très forte en Inde dans une partie de la population. Et dans la pensée de Gandhi, il y a l'idée de la capacité à s'occuper de soi-même par ses propres moyens, mais pour ce faire, il y a des gros enjeux. Par exemple, l'éducation. Quand on parle d'absence de gestion de l'eau dans cet exemple-là, concrètement, ça signifie qu'on est dans une région désertique dans laquelle les puits sont taris, il n'y a plus aucune source d'eau, il n'y a pas d'eau courante. On est vraiment dans une situation où l'eau en fait est devenue rarissime. L'eau est de plus en plus rare, ce qui fait que, d'ailleurs, un des problèmes, par exemple, de développement, c'est que ce sont plutôt les filles qui sont de corvée d'eau et du coup, alors même qu'elles sont censées être scolarisées, elles n'ont pas le temps puisqu'elles doivent aller chercher de l'eau et elles vont la chercher de plus en plus loin. Donc typiquement, on a un des nombreux symptômes d'une société qui ne peut absolument pas se développer et qui au contraire est en régression. En régression, du coup, en lien avec le changement climatique, c'est-à-dire que cette région devient de plus en plus touchée par ces problématiques, ou alors c'est des problèmes qui étaient déjà présents depuis un certain nombre d'années et qui se sont retrouvés exacerbés. C'est ça qui est intéressant en fait, et c'est quelque chose que j'avais pas forcément développé dans mon travail parce que j'ai pas forcément fait le lien avec le changement climatique, parce que c'est quelque chose qui préexistait cette situation de crise. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, et c'est vrai que dans certains exemples, on devrait se méfier parfois de pas toujours faire le lien avec le changement climatique. Mais à vrai dire, en l'espèce, on peut dire que ce qui se passe, et que je vais vous décrire au Rajasthan, dans le district d'Alwar, a tendance à être plutôt une réponse positive qui pourrait peut-être même permettre à la région de faire face au changement climatique. Oui, c'est-à-dire que dans une situation qui était déjà tendue, finalement, on pourrait tirer des leçons qui seraient utiles pour d'autres régions qui, elles, seraient beaucoup plus impactées par le changement climatique. Pour revenir à ce cas, donc en fait, ces 4 ingénieurs ont voulu créer des écoles. Ils voulaient rescolariser les enfants parce qu'ils se sont dit, et c'est Gandhi qui disait ça, et puis ensuite tout un tas d'autres personnes l'ont dit, un des vecteurs fondamentaux pour le développement humain, c'est l'éducation. Sauf qu'en fait, personne ne les écoutait jusqu'au jour où Rajendra Singh, donc le seul ingénieur qui a persévéré, eh bien, Rajendra Singh a rencontré un vieil homme. Enfin, c'est comme ça que Rajendra Singh le raconte. Et ce vieil homme lui dit « Non, mais tu n'as pas compris ce dont on a besoin, c'est de l'eau d'abord. On a besoin d'eau. » Et il lui a dit « Tu dois construire des johads. » Et que sont ces johads ? Ce sont des techniques ancestrales qui existaient. Ce sont des grands réservoirs d'eau. Et ces grands réservoirs d'eau avaient été progressivement abandonnés après la Seconde Guerre mondiale en lien avec un paradoxe,
c'est qu'avec l'indépendance de l'Inde, on avait un État qui essayait de s'occuper du besoin des individus et des villes, alors que du temps des Anglais, les Anglais, ils disaient débrouillez-vous, hein, si vous voulez vivre, débrouillez-vous. Donc les gens étaient obligés de gérer l'eau. Il y avait un lien entre la population et l'eau. Avec l'indépendance et un État socialiste, on dit vous occupez de rien, l'eau, on va la faire venir à vous. Il y a eu une volonté de l'État de faire venir l'eau, sauf qu'il n'y avait pas les moyens, donc l'eau n'est jamais vraiment Ah, arrivée. C'est ça plutôt change ça. tout. Sauf Donc on est qu'entre-temps, vraiment sur un problème en fait de gestion étatique plus que de rareté de la ressource. oui, mais c'est parce que auparavant, il y avait une gestion qui fonctionnait, mais qu'on a abandonnée parce que justement, l'acteur qu'est l'État a dit vous inquiétez pas, maintenant, c'est à nous de gérer ces choses-là. Et qu'est-ce qui fait que, voyant que l'eau n'arrivait pas, les gens se sont pas rappelés qu'il y avait ces Johad? Bah, plus grand monde s'en rappelait justement. D'accord. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que progressivement, le sens du collectif s'est perdu. On retrouve les mêmes choses dans d'autres contextes. La gestion de l'eau dans des villes en France, par exemple à Lyon, il y avait des puits et jusqu'au début du 19e siècle, les gens savaient qu'ils devaient gérer collectivement le puits pour qu'il fonctionne. Et ça a été progressivement perdu. D'où la nécessité qu'il y a eu à un moment donné de créer des régies de l'eau pour gérer ça, parce que le collectif des habitants a été perdu. Bah, finalement, on retrouve la même chose dans ce contexte indien, où le sens du collectif a disparu. Une des valeurs fondamentales de ce projet, déjà, c'est le collectif. Oui, on peut dire que c'est effectivement quelque chose d'important. C'est le sentiment d'appartenir à un même collectif, d'avoir des objectifs communs qui ne peuvent pas être atteints juste par l'individualisme. Et si je continue à tirer le fil de l'histoire, le deuxième levier, peut-être, c'est la tradition. C'est de se dire, à un moment donné, il existait ça. Pourquoi est-ce qu'on fait pas comme ça? Oui, alors oui, effectivement. Là, on a des savoirs qui sont issus de la tradition, mais je pense pas que ce soit forcément quelque chose de systématique. Ou alors, c'est une tradition qu'on va parfois adapter avec des toutes nouvelles technologies, comme ça existe dans d'autres contextes où finalement on voit dans l'agriculture ou bien avec certaines maisons en Iran qui ont des ventilations naturelles, que on peut les adapter avec des nouvelles technologies. Là, en l'occurrence, effectivement, vous avez complètement raison, dans le cas de Alvar, euh, eh bien, c'est effectivement cette tradition qui était perdue, qu'il a fallu remettre au goût du jour. Et Rajendra Singh, il a essayé de convaincre la population locale qu'il fallait faire ces joads. Et personne ne l'écoutait au début. En fait, ce sont des réservoirs qui sont ouverts sur le haut, qui sont en forme trapézoïdale pour capter le maximum d'eau dans le réservoir. Et sachant que les réservoirs, c'est des réservoirs où on n'artificialise pas le fond, pour que l'eau percole dans le sol aussi. Ça, c'est des choses techniques très importantes. Et le premier Joad, il l'a refait tout seul en 4 ans. Mais les résultats ont été si spectaculaires que le sens du collectif a progressivement... Ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Donc finalement, il a d'abord cherché à reconstruire un Joad avant de rescolariser les enfants, finalement. Oui, il a dû changer son objectif D'accord. premier. Il a compris que le développement passait avant tout par l'eau. Et donc les Joads, progressivement, plus de 4000 Joads ont été construits ou reconstruits. Et les résultats sont spectaculaires, c'est-à-dire que sans autres apports chimiques ou quoi que ce soit, les rendements sur une même surface sont multipliés par 50. Et ces Joads, ils s'alimentent de manière saisonnière, c'est-à-dire que l'eau de pluie à la saison, je suppose qu'il y a une saison des pluies en Inde, est-ce que l'eau est récupérée à ce moment-là et stockée pendant des semaines, des mois et utilisée dans les périodes de sécheresse, ou est-ce qu'ils arrivent quand même à collecter de l'eau même aux périodes les plus sèches de l'année? Non, là-bas, c'est très marqué, il y a la mousson, qui est moins forte que dans l'est de l'Inde, mais la mousson arrive de façon très forte, qui arrive que sur quelques semaines. Or, justement, et là, on peut dire que l'effet du changement climatique fait qu'elle n'arrive pas plus forcément tous les ans. Or, l'effet, justement, des Joads, c'est que l'on voit que même après plusieurs années de sécheresse, il y a encore de l'eau. Mais mieux, non seulement il y a de l'eau dans les Joads, mais comme l'eau a percolé, comme je disais qu'elle a percolé dans le sol, il y a des cours d'eau qui avaient disparu qui sont réapparus. Et du coup, on a à nouveau de la faune et de la flore dans ces rivières, mais on en a aussi dans les Joads. Et donc, dans les Joads, c'est plus que quelques semaines et quelques mois, c'est quelques années. Et c'est là où je disais que par rapport au changement climatique, on est sur quelque chose de fort, parce qu'on arrive à gérer une ressource aussi importante que l'eau, y compris avec des crises climatiques de plus en plus importantes. Alors je digresse un petit peu, mais cette notion de réservoir avec des réserves qui dureraient en fait dans le temps
me fait poser une question d'ordre plutôt sanitaire en fait vis-à-vis du stockage de l'eau. Est-ce que le fait que l'eau percole dans le sol fait que du coup elle va être filtrée et qu'elle sera propre à la consommation sans avoir besoin d'apports chimiques ou de nettoyage de ses réserves, ou est-ce qu'au bout d'un moment, il se pose la question de la possibilité d'utiliser cette eau qui stagne pendant des mois? Mais comme elle percole, oui, elle stagne effectivement, mais d'abord, ils l'utilisent essentiellement pour l'agriculture. Il y a quand même quelques pluies et je suppose, mais effectivement, c'est une bonne question et j'ai pas été creuser ça, il est fort possible qu'ils ne l'utilisent pas pour boire directement ou alors ils le font bouillir. Ils boivent beaucoup de thé donc c'est pas un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé autour de l'eau après. Ah, bah racontez-nous, là, on est... C'est qu'en fait, il y a le sens du commun est revenu. Déjà par la construction des joades, mais aussi il y a dans une des régions de ce district, il y a une rivière et ils ont créé un parlement de la rivière et collectivement, ils ont décidé d'un certain nombre de règles et vous le savez, on accepte beaucoup mieux les règles quand on se les impose à soi-même. C'est à peu près, c'est humain. Et de ce point de vue-là, c'est, ils ont par exemple interdit la culture de riz ou de canne à sucre parce que ça demande trop d'eau. Ils interdisent de vendre des terres à l'industrie parce que l'industrie, il y a eu des cas dans d'autres régions d'Inde où les industriels arrivent et consomment beaucoup d'eau. Rajendra Singh, mais aussi la population, a une vision fondamentalement circulaire. On parle du cycle de l'eau, ça veut dire que toute l'eau qui est puisée doit revenir au sol. Pour eux, c'est fondamental. Et à partir de là, il y a un certain nombre d'interdictions, mais ces interdictions sont bien acceptées, puisque justement, c'est très participatif. Avec plusieurs aspects très intéressants, c'est que les femmes ont à nouveau le droit à parole, et croyez-moi, dans le nord-ouest de l'Inde, la condition de la femme, on n'est pas en Afghanistan, mais quand même. Dans le sud de l'Inde, ça va mieux, mais dans le nord de l'Inde, c'est quand même assez terrible. Ils ont fait en sorte d'essayer de faire en sorte que les femmes puissent à nouveau s'exprimer. Et puis, on parlait de l'éducation. Puisqu'il y a à nouveau de l'eau, les filles ne sont plus de corvée d'eau. Et donc, l'objectif de départ de l'éducation a été atteint indirectement en permettant à nouveau aux filles d'aller à l'école. C'est un cercle vertueux, quoi. C'est un cercle vertueux Exactement. qui est basé autour de la connaissance, finalement. Les savoirs, le savoir traditionnel qui était perdu, la connaissance à travers la rescolarisation d'un certain nombre d'enfants qui ne sont plus contraints à tout un tas de corvées. Je pense que les garçons aussi devaient faire des choses, la scolarisation n'était pas importante. Et le troisième aspect fondamental en lien avec la connaissance, c'est qu'ils ont ensuite créé une université de l'eau pour s'adresser à d'autres territoires, pour les aider à plusieurs aspects. Non seulement essayer de retrouver des pratiques anciennes qui avaient fait leurs preuves, mais aussi de s'armer pour lutter contre la menace qui vient du système économique dominant, justement. Et du coup, comment est-ce que ça se concrétise, ça ? Eh bien, la menace, c'est la privatisation de l'eau avec des grands groupes comme nos grands groupes français ou bien Water Management aux États-Unis, qui construisent pour le coup, eux, de gigantesques barrages sur les rivières, mais des barrages qui font que déjà les sols sont pas du tout, ils sont imperméabilisés pour éviter que l'eau percole, parce que du coup, elle est beaucoup plus évaporée. Donc il y a des pertes d'eau beaucoup plus importantes, puisque avec la chaleur qu'il y a en Inde, l'eau s'évapore. Et surtout, ces barrages sont faits pour les grandes villes. Effectivement, il y a des très très grandes villes en Inde. Le problème, c'est que 70% de la population continue à vivre dans les campagnes en Inde. On a beau avoir des villes gigantesques, le pays est tellement peuplé, il y a quand même on a autant d'habitants qu'en Chine, plus ou moins, 1,3 milliard, 1,4 milliard. Enfin, vous voyez, quand on en est à hésiter à 100 millions près, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Et donc, le système économique dominant, il fait ce qu'il a généralement fait, il va là où l'offre est beaucoup plus solvable, ce sont les villes. C'est plus facile, effectivement. C'est plus facile, et puis c'est là, oui, on vend mieux, on peut faire payer l'eau. Dans les campagnes d'Inde, on ne peut pas faire payer l'eau. Mais c'est incroyable parce que cet exemple, en fait, il peut se retrouver partout dans le monde. Enfin, moi, j'ai l'exemple du barrage là en Norvège sur les populations Sam, qui sont des populations ancestrales qui travaillent avec leurs reines. Et il y a eu aussi un parlement Sam qui s'est mis en action justement pour que ce barrage se fasse pas. Si on prend l'exemple des États-Unis, il y a Las Vegas. Et le fait que du coup le fleuve coule plus jusqu'au Mexique. Enfin, la problématique de l'eau et de la gestion de l'eau, elle est partout. Qu'est-ce qui fait qu'en Inde, la chose a marché
Et pourquoi est-ce que dans d'autres pays du monde, d'autres zones du monde, et je pense aussi par exemple en Amérique du Sud, où pour aller forer des composites pour nos smartphones, on épuise complètement les sources d'eau pour les populations locales. Qu'est-ce qui fait qu'en Inde, là, typiquement, ça a marché? Et pourquoi est-ce qu'ailleurs, la ressource n'est plus présente et on reste dans ce système capitaliste? C'est une très bonne question. Alors, je peux apporter quelques éléments, mais sans certitude, parce que c'est une question vraiment de fond. Et déjà, l'Inde est une démocratie. Il ne faut pas l'oublier. Malgré tout, même s'il y a des défauts, mais comme dans notre démocratie aussi, c'est une démocratie. Ça, c'est très, très différent. Donc, le peuple a son mot à dire. Et d'ailleurs, on est dans un pays où on imagine souvent les Indiens comme des gens avant tout pacifiques. C'est vrai que c'est des gens qui, dans les relations au jour le jour, ne sont pas forcément des gens extrêmement violents. Quoiqu'on a remarqué ces dernières années des travaux sur la violence faite aux femmes, qui est très forte. Mais on n'est pas dans une société... on est dans une société déjà rurale à 70%. Et ça, probablement que ça a dû jouer aussi sur le fait qu'il y a des pans entiers du pays où les populations sont obligées de se prendre en main, déjà. Le progrès n'est pas forcément arrivé jusqu'à elles. Il ne faut pas oublier qu'en Inde, il y a une capacité de violence collective très très forte. Alors malheureusement, ces dernières années, le gouvernement de Modi a tendance à pousser à ce que ces mouvements de violence se fassent envers les musulmans, voire quelques chrétiens, mais c'est surtout les musulmans qui sont sujets à violence. Mais on a eu des très forts mouvements de violence, par exemple, quand Coca-Cola a voulu s'installer dans un autre État de l'Inde. La population rurale s'est mobilisée et a défendu ses droits avec la violence si c'était nécessaire, et Coca-Cola a dû renoncer à son projet. Alors qu'il y a une très forte corruption en Inde, malgré tout, on sent que la population a encore les moyens de se faire entendre, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et en particulier, la différence avec beaucoup d'exemples que vous donnez, c'est que, certes, il y a un système de castes en Inde, mais dans chaque village, il y a différentes castes. Or, vous donniez plutôt l'exemple de lieux où ce sont les minorités qui ont été perdantes face aux majorités. Or là, ce sont les Indiens, et les Indiens, ce sont tous des Indiens. Donc il n'y a pas des autochtones qui vont être bridés, comme beaucoup d'Amérindiens l'ont été, notamment, parce que moi je connais un peu mieux au Canada, effectivement, avec le catastrophe qu'ont été les constructions des grands barrages hydroélectriques pour les populations amérindiennes. Là, c'est pas des autochtones, ils sont pas traités comme autochtones, ce sont des citoyens à part entière. Et je pense que ça joue beaucoup. Je pense que la question de la démocratie est fondamentale. Votre recherche, elle s'axe aussi sur des principes qui font que ces initiatives locales de développement, elles peuvent émerger. Est-ce que vous pouvez nous lister les principes dans votre exemple? Donc le principe de la démocratie participative, je vous ai parlé du Parlement de la Rivière. Donc on n'est pas sur la démocratie purement représentative, où on se contente d'élire des élus et puis après on ne sait pas trop ce qu'ils vont décider. Là, on est dans la démocratie participative. Ça ne veut pas dire que les gens décident de tout, ça veut dire qu'on les écoute avant de décider. Les élus écoutent avant de décider. Ça, c'est un premier point. C'est la différence entre la concertation et la co-construction, finalement. Oui, peut-être aussi, oui. C'est possible que ce soit de cet ordre-là également. Alors, un autre principe qui est important, c'est la proximité. Et là, on a affaire à quelque chose qui concerne des gens par rapport à leur propre vie quotidienne. Donc, le problème leur est proche. Les gens qui décident sont proches. C'est Alexis de Tocqueville qui avait très bien compris que la démocratie en Amérique, notamment en Nouvelle-Angleterre, parce que c'est celle-là qu'il l'a vue, elle fonctionnait bien parce qu'elle était fondée sur une très forte proximité entre qui décidait et les autres citoyens. Et bien, on retrouve ça dans cet exemple, en dépit du fait que c'est sur 6000 km². Un autre principe, c'est celui de ce qu'on appelle de la capabilité. Alors la capabilité, pour faire court, c'est le fait que chacun de nous dispose d'un potentiel pour décider de comment il souhaite vivre, de comment il peut se donner les moyens de répondre à ses besoins, par exemple. Pour vous donner un exemple, manger à sa faim parce qu'on a une aide humanitaire, on n'a aucune capacité, parce qu'on est complètement dépendant de cette aide humanitaire. Avoir une forte capacité pour quelqu'un, que ce soit un individu ou un collectif, c'est une forte autonomie dans sa capacité à gérer sa propre existence, ses propres besoins, etc., etc.
Donc ça, ce sont les 3 principaux principes, auxquels s'ajoute celui donc du partage de la connaissance. Et donc j'en ai déjà un peu parlé, avec la création d'une, université de l'eau. Le fait ensuite que, Rajendra Singh n'a absolument pas cherché à breveter quoi que ce soit. Il a partagé avec les acteurs, locaux, au contraire, il a voulu les inciter à être, dans l'action. Le respect, des équilibres écologiques est fondamentaux également. Et typiquement le fait que toute l'eau doive revenir à l'eau, qu'ils n'utilisent pas de pesticides, et cetera. Enfin, c'est une agriculture, eux-mêmes, ils consomment très peu de produits manufacturés, donc l'industrie ne les intéresse pas. Donc ils sont assez cohérents, plus que d'autres dans d'autres lieux, par exemple, où on dit: «On veut pas d'industrie chez nous», mais finalement on n'arrête pas de consommer des produits industriels qui viennent de l'autre bout du monde. Voilà, là, ils sont beaucoup plus cohérents puisqu'ils sont dans une logique où, ils ne sont pas forcément intéressés par, beaucoup de produits manufacturés. Voilà, donc il y a ces principes-là. Je suis sûr que je suis en train d'en oublier un, mais ça reviendra peut-être. La question, c'est de savoir si sur les recherches que vous avez menées sur les différentes initiatives locales de développement, est-ce que c'est des principes qui reviennent régulièrement et finalement, est-ce que la confluence, j'ai envie de dire, de toutes ces rivières d'initiatives locales, elle se base sur ces mêmes principes ou est-ce que à développement local particulier, principe particulier? On retrouve presque tous les principes. Pour vous expliquer mieux à quel point c'est vrai, c'est qu'au départ, j'avais théorisé les 3 premiers principes et ensuite j'ai essayé de voir sur des cas d'études divers et variés s'ils s'appliquaient et j'ai vu qu'ils s'appliquaient, sauf que j'en ai vu d'autres émerger, par exemple le partage de la connaissance. Donc le partage de la connaissance, je l'ai plutôt théorisé à partir de mon observation du fait qu'on retrouvait presque toujours ce partage de la connaissance. Donc en fait, la construction des différents principes, c'est une sorte de va-et-vient entre la théorie et l'observation. Donc l'observation a nourri la théorie et la théorie permet de voir qu'effectivement, il y a un socle qu'on retrouve presque dans tous les cas. Alors, il peut y avoir des petites nuances, mais qu'on retrouve à peu près dans tous ces exemples et qui montrent qu'effectivement, il y a une convergence, une confluence, comme vous dites, une convergence vers, non pas un modèle unique, mais en tout cas un régime alternatif au régime conventionnel dominant et les conventions sont celles, issues de ces principes. Dans le cadre de ces initiatives locales, du coup, qui sont restreintes à un certain périmètre, est-ce qu'on se retrouve pas finalement face à une forme de paradoxe dans le sens où on essaye de rester, de composer en fait avec les éléments qui sont à proximité de manière locale, mais où avec ces éléments on compose des solutions qui pourraient être exportables à une échelle plus globale, mais qui ne seraient pas menées à bout justement parce que la connaissance n'est pas suffisamment partagée. Et à ce compte-là, est-ce qu'on se retrouve finalement dans une situation un petit peu de conflit entre des choses qui sont pensées pour être locales et qui gagneraient à être pensées pour être globales, alors que justement l'aspect local était là pour contrebalancer ce mode de pensée mondial au final. Global, oui. Alors déjà, bon, c'est pas si local que ça, parce que l'université de l'eau, elle traite à l'échelle de l'ensemble de l'Inde. C'est juste 1,4 milliard de 400 millions de personnes, donc quand même, on est sur du local très relatif. C'est quand même, on va dire, un quart de la population mondiale ou un cinquième. Donc le local est très relatif. Effectivement, il y a d'autres exemples où c'est beaucoup plus relatif. Internet permet au contraire une diffusion très forte de ces savoirs, beaucoup plus forte qu'auparavant. Donc en fait, on est dans une alternative à une mondialisation qui homogénéiserait tout. Parce que personne ne dit: «Moi, j'ai le bon modèle». Simplement, on fait circuler des savoirs et dans d'autres contextes, les personnes peuvent s'en inspirer pour dire: «Bah, ah oui, effectivement, ça, j'y avais pas pensé. Qu'est-ce que ça donnerait chez nous?» Alors, une autre initiative, forte, internationale, c'est le slow food, qui est un peu plus connu. Le slow food, c'est en réaction évidemment au fast food. C'est l'idée aussi qu'il faut protéger, les recettes de cuisine locale, les espèces animales et végétales en lien avec ces recettes locales. Et il faut protéger le plaisir de la table. Et ce plaisir de la table passe notamment par la diversification de la cuisine d'un endroit à l'autre. Donc le contraire du McDonald's, quoi, qui homogénise à peu près tout. La réciprocité, c'est-à-dire l'idée qu'il faut être dans des échanges d'égal à égal.
et pas des échanges entre des puissants et des faibles. Or, ce qui caractérise beaucoup aussi notre régime conventionnel dominant, c'est des rapports de force extrêmement puissants. Ce qui fait d'ailleurs que dans certains continents comme l'Amérique du Sud, on sait que l'Amérique du Sud est un des continents où les inégalités sociales sont parmi les plus fortes. Et on voit à quel point justement ça devient très difficile. Et les mouvements plus égalitaires viennent justement des tribus de zones amazoniennes qu'on est en train de décimer en détruisant leur espace de vie, mais où effectivement les inégalités sociales étaient beaucoup plus faibles. Donc, outre la démocratie, il y a aussi la question des inégalités sociales qui est fondamentale. Et tous ces mouvements prônent justement beaucoup plus de réciprocité, c'est-à-dire d'échange d'égal à égal. Et ça aussi, c'est un aspect fondamental. Je posais une question d'idéaliste. Est-ce que si on avait envie, et peut-être une question un peu étriquée, mais si on avait envie de venir à bout du système dominant, arriver sur les territoires, se dire et faire des études sur quels sont les besoins, développer des choses locales qui touchent à tous ces principes, ça permettrait de venir à bout de ce système dominant. C'est difficile parce que les acteurs dominants du système économique dominant ont quand même un pouvoir redoutable. Puis d'abord, je ne suis pas sûr que, même en exposant ce que j'ai exposé, que tout le monde ait envie de rentrer dans cette logique communautariste, etc., etc. En fait, le drame de cette histoire, c'est que... pourquoi je crois que c'est le seul moyen de faire du développement durable, c'est parce que je vois que quand ça vient par le haut, ça ne marche pas. Justement, pourquoi ça ne marche pas par le haut? Parce que les acteurs dominants bloquent. Donc effectivement, on peut se dire, bah oui, c'est en essayant de diffuser ceci qu'on peut arriver à renverser le régime conventionnel dominant. Comment on le renverse, en fait? C'est une question de rapport de force dans le nombre de personnes qui suivent l'un ou l'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est accroître le nombre de personnes qui suivent le régime conventionnel alternatif. Et c'est là où il y a quelque chose d'assez dramatique, malheureusement. C'est que ce mouvement, il faut qu'il soit voulu par les gens, qu'il soit spontané. Je crois beaucoup à l'exemple, au fait, en montrant... on change souvent nos comportements en disant « Ah oui, effectivement, il fait ça comme ça, et puis je pourrais le faire aussi. » Et du coup, même à un niveau individuel, on peut se sentir avec une envie. À titre personnel, je vois tout le nombre de choses que j'arrive à faire et que j'aurais pas fait il y a 30 ans parce que personne ne le faisait non plus autour de moi. Et donc, le mimétisme est important aussi. Pourquoi c'est dramatique? C'est parce que malheureusement, le changement climatique, le problème est trop rapide. C'est-à-dire que le mouvement que je préconise de changement, il est en train de se faire. Enfin, il est en train de se faire. Simplement, il va à un rythme tel qu'il ne sera peut-être pas assez rapide pour contrer le problème du changement climatique. Alors après, pour apporter une petite touche positive à cela, la manière dont nos sociétés évoluent, dont Oui. les technologies évoluent, dont les interactions entre les individus se font, se multiplient, tout s'accélère en fait. Et Oui. est-ce que quelque part, on peut espérer qu'en fait, la vitesse d'accélération de ces sociétés, elle puisse compenser l'accélération du changement climatique et de fait repousser quelque part l'échéance que vous évoquiez il y a quelques minutes? Malheureusement, moi j'y crois moyennement. Vous êtes tombé avec deux idéalistes ce matin. Non, mais c'est bien, mais il faut y croire. Hein. En même temps, quand je fais cours sur ces questions-là, j'essaye de finir justement par ces initiatives pour que les étudiants sortent pas en se disant mais waouh, avec Buclet, on broie que du noir. Donc je commence en montrant l'état des catastrophes et j'essaye d'être positif. Mais l'accélération spectaculaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'on consomme beaucoup plus de ressources et toutes les solutions techniques formidables qu'on est en train de trouver, elles sont impraticables à l'échelle du nombre d'humains que nous sommes. Dire l'idée de vouloir que des véhicules électriques, à mon sens, c'est un double. Il y a plusieurs raisons pour être opposé à ça. Premièrement, on électrifie, voilà, c'est formidable toutes ces trottinettes électriques. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de batteries en plus, c'est des matériaux rares qui sont mobilisés pour des trucs de plus en plus individualistes. Alors que je suis désolé, en tout cas à Grenoble, vu le relief, plein de gens pourraient tranquillement être à vélo. Et puis il y a des transports en commun qui sont très bien développés si les gens veulent pas faire d'efforts. Hein. Je veux pas stigmatiser les personnes qui veulent pas pédaler. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a des inégalités sociales de plus en plus fortes. Et ça, on n'est pas en train de le résoudre, ce problème. Or, la voiture électrique coûte cher. Les gens, finalement, qu'on stigmatise,
Et on le voit avec les mouvements des Gilets jaunes ou d'autres mouvements. Ce sont ceux qui n'ont pas le choix, justement. On retombe sur la question de la capacité. Ce sont des gens qui ont une faible capacité, qui n'ont pas le choix. Et il y a des endroits, avant qu'il y ait les infrastructures pour que tout le monde puisse avoir sa voiture électrique, il va se passer du temps. Et ceux qui vont être, finalement, ceux qui vont en subir les conséquences, ce seront les moins riches ou ceux qui vivent dans les zones marginales. Donc l'électricité, en fait, c'est bien, mais ça crée des contraintes logistiques beaucoup plus importantes. Et ça m'inquiète. Et puis de toute façon, il n'y a pas assez de ressources pour que tout le monde roule avec une voiture électrique. Ouais, la problématique aussi, c'est que le nucléaire français suffira pas à produire assez d'électricité pour l'électricité de nos logements et les voitures électriques qui sont en train de se développer. Oui, savoir les voitures électriques, elles font des gros progrès, mais elles coûtent cher. Et puis, ça donne lieu plutôt à des marchés de type la Tesla. La Tesla, elle coûte très cher. Et puis surtout, j'ai découvert l'autre jour, on m'a raconté qu'en fait, il y a des fonctions avec des capacités d'accélération incroyables. Or, il faudrait aller vers le contraire. Et donc, justement, donc vous parlez d'une accélération spectaculaire, mais justement, le problème, c'est l'accélération. Notre système accélère, et c'est ça son problème fondamental. Ça fait partie des mythes fondateurs, justement, du régime conventionnel dominant. C'est le fait de vouloir aller toujours plus vite. Là, pour le coup, vous prêchez un converti parce que je suis relativement persuadé qu'on en gagnerait en fait beaucoup en hygiène de vie à ralentir en fait notre train de vie. Donc, c'était un constat que j'ai pu faire, mais qui n'est pas du tout un avis que je partage au final. D'accord. On est tous pris quand même dans ce cycle de l'accélération, et c'est vrai qu'il faut lutter contre ça. Et je pense que, surtout les nouvelles générations, je pense que elles ont une attitude ambivalente. Parce que je vois mal les nouvelles générations se passer de l'instantanéité de la communication que produisent tous les outils formidables que sont les téléphones portables, etc., qui ont un impact énorme. Mais d'un autre côté, on voit un refus de rentrer, comme les générations précédentes, dans un système où on ne se pose pas de questions et on continue à faire fonctionner le système. Dans les écoles d'ingénieurs, notamment, il y a des mouvements très forts. Et puis récemment, vous avez sûrement entendu parler de cette cérémonie à AgroParisTech où 9 lauréats ont dit qu'ils refusaient de faire fonctionner le système tel qu'il est et ils allaient aller vers des formes alternatives d'existence. Donc moi, ma principale source d'optimisme, en fait, c'est les nouvelles générations, avec un bémol, c'est que ça concerne plutôt les gens qui ont un certain niveau d'éducation. Et j'en reviens au fait que si on veut régler le problème du changement climatique, je renvoie à un travail d'économistes qui est celui de Lucas Chancel et Thomas Piketty sur les inégalités fondamentales, non pas seulement entre régions du monde, mais entre très riches et très pauvres en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense que les vraies mesures sont celles qui seront écologiques, qui seront couplées avec une réduction drastique des inégalités sociales. Mmh. Ouais. On s'en sortira pas autrement. C'est une bonne conclusion. Hein. Merci beaucoup Nicolas Buclet d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Pour nous aussi, c'était très très intéressant. Et puis on rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'on mettra le lien de vos travaux et de votre fiche de chercheur Pacte dans la description du podcast. C'était le premier épisode de Impact saison 3 avec Nicolas Buclet sur les initiatives locales de développement de par le monde. On espère que cette discussion vous a plu et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Alain Faure sur les controverses à l'échelle de la métropole. Et pour continuer les échanges, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag ImpactPodcast.